Bonjour, je suis Domitille et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos évolutions et nos transformations intérieures. Parce que nous n'avons jamais dit le dernier mot de nous-mêmes. Ici, vous entendrez des témoignages de femmes et d'hommes de tous les âges et à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront une expérience, un projet, une découverte, une passion ou une épreuve qui les a bouleversés dans leur lien aux autres et à eux-mêmes. Leurs voix nous confieront leurs questionnements, leurs doutes, leurs joies, leurs révélations. Une chose les relie, leurs expériences, quelles qu'elles soient, sont fécondes. À travers leurs témoignages, vous allez explorer la possibilité que nous portons tous de nous réinventer, de trouver notre second souffle, de créer, d'aller puiser en soi ce que nous ignorions jusqu'ici. Ce qui nous lie, c'est aussi l'histoire de ce lien qui se tissera entre vous et mes invités, tout comme les raisons qui me poussent à aller recueillir leurs témoignages. Alors je vous laisse entre de bonnes voix. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous et laissez-moi vos étoiles et commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aide à donner de la visibilité à ceux qui nous lient et surtout ça m'encourage beaucoup. J'ai retrouvé Fanny quelques années après nos années d'amitié d'enfance grâce à Ce qui nous lie. Chacune dans nos vies, les années s'étant écoulées, je la retrouve en plein tour du monde avec ses 3 enfants et son mari. Qu'est-ce qui déclenche ce désir de quitter sa vie de tous les jours et de partir voyager en famille ? Les désirs qui sont à l'initiative de ce projet soupçonnent-ils au moins tout ce que cela va changer à l'intérieur de nous, bouleverser en nous ? Dans cet épisode, Fanny vous partage son expérience de voyage. Elle nous confie ce vertige ressenti ce jour où elle se retrouve à l'aéroport en train de serrer dans ses bras sa maman, qu'il lui est difficile de quitter. Elle nous raconte l'émerveillement des premières semaines, la boulimie de découverte qui s'empare d'elle, le coup de massue familial au bout de 3 mois de voyage, lorsque toute sa famille craque et remet en question ce projet, mais surtout, le parcours initiatique que ce voyage a déclenché à l'intérieur d'elle. Se confronter à ses peurs, celle de quitter son entourage, son quotidien, celles et ceux qui constituent son équilibre et son moteur dans la vie, partir à la rencontre d'autres choses, en passant par l'éloignement physique et tous les décalages qui en découlent, pour retrouver une forme de liberté dans sa relation à elle, mais aussi avec les autres. Bonne écoute. Je m'appelle Fanny, j'ai 40 ans et je suis maman au foyer et photographe spécialisée dans la famille. J'ai envie de te demander ce que ça représente pour toi de témoigner aujourd'hui sur Ce qui nous lie. Avant de partir en voyage, j'ai écouté énormément de podcasts de voyageurs qui préparaient, qui étaient partis, qui étaient revenus. Et je me dis, maintenant, c'est peut-être à moi de partager ce qu'on a vécu et de faire découvrir un peu les tours du monde en famille. Un tour du monde en famille, justement, c'est à la fois ordinaire et extraordinaire. J'ai envie de te demander quel est ton rapport, toi, au voyage avant cette expérience. Est-ce que tu avais l'âme d'une voyageuse ou pas particulièrement ? Pas du tout, absolument pas. J'avais jamais vraiment voyagé. Avec mes parents, on avait une maison secondaire, donc on allait tout le temps dans cette maison. Donc on n'a pas voyagé. Et après, avec mon mari, on a très vite eu des enfants et on a très peu voyagé. Très, très peu. Ok, donc tu n'as jamais eu particulièrement le goût du voyage. Non. Et donc, avant de décider de faire ce tour du monde, vous vivez dans votre maison en région parisienne, Ouais. Où vous vous sentez bien. A priori, vous vous voyez y vivre longtemps. C'est un peu la maison de votre vie. Qu'est-ce que vous avez en tête, justement, lorsque vous déménagez là-bas ? Qu'est-ce que vous vous dites ? On achète cette maison, on prend un crédit et on se dit c'est une grande maison avec un grand jardin, tout le monde a sa chambre, on a même une chambre d'amis. C'est la maison, on va dire, de parents adultes et responsables avec nos enfants et on se crée une petite vie de quartier, avec l'école, avec la paroisse. On est hyper bien installés et en effet, on se dit que en plus c'est chouette, on est en banlieue parisienne, nos enfants feront leurs études, ils resteront à la maison. Donc on est vraiment installés pour beaucoup d'années dans cette maison. Alors concrètement, toi, à cette période de ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Tu dirais quoi ? C'est la vie de famille, m'occuper de mes enfants, c'est quelque chose de très très important pour moi.
Du coup, je travaille pas beaucoup pour être principalement avec eux. Et voilà. Et puis après, toute la vie autour de la famille, avec les amis, avec l'école, je suis investie dans l'école, dans la paroisse, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et vraiment, pour moi, c'est les moments en famille qui prennent le dessus sur notre vie. J'ai besoin des autres, même pour vivre. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi, les cafés avec les copines, voilà, m'investir les lieux différents pour aider les autres. Enfin voilà, c'est hyper important pour moi d'être entourée. Ouais. Et puis le Covid et le confinement débarquent dans nos vies et nos vies se réorganisent le temps de plusieurs semaines. Un peu différemment, loin des autres. Comment tu vis, toi, ce moment où justement il y a un peu une rupture quoi, avec le monde extérieur ? Étrangement, on le vit tous très très bien, tous les 5, donc avec nos 3 enfants. On est dans notre maison, avec notre jardin. Antoine, mon mari, travaille la journée. Moi, je m'occupe des devoirs des enfants, de faire l'école. Et ça se passe très très bien. Et on se rend compte qu'on est vraiment très bien tous les 5, qu'on s'entend hyper bien. Et on part même en vacances dans le jardin pendant les vacances scolaires, pendant le confinement. On invite les enfants au resto à la maison. Ensuite, c'est eux qui nous invitent. Ils nous ont fait des pièces de théâtre. Enfin, on a vraiment vécu 2 mois géniaux. Quand tu dis qu'ils vous invitent au resto, c'est-à-dire alors ? On a fait une carte, un menu. On avait préparé la table à l'intérieur et sur la terrasse. On était habillés comme des beaux serveurs parisiens, etc. Et on a dit aux enfants, ce soir c'est resto, vous choisissez le menu. Et on a joué au serveur avec mon mari. Et du coup, le lendemain, ce sont les enfants qui ont joué au serveur et qui nous ont préparé le dîner avec ce qu'on avait dans le frigo. Et on a été au resto en amoureux avec nos enfants qui nous servaient. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà pu expérimenter avant ? Vous aviez déjà joué comme ça Non, tous pas ensemble ? vraiment. Non. Ils nous avaient fait plusieurs fois, évidemment, des spectacles, etc. Mais jouer comme ça, à ce point, des jeux de rôle, etc., pas du tout. On a pris toutes nos affaires de camping. On est parti dans le jardin. On a fait le tour du jardin pour trouver un endroit dans le jardin pour planter la tente et partir en vacances. Et c'est pareil, on était vraiment dans un jeu tous ensemble. C'était très drôle. Et puis un soir, du coup, un peu comme tous les autres, vous décidez de regarder la télévision. Et au programme, ce soir-là, zone interdite, les familles autour du monde. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là lorsque vous regardez Donc on regarde, il faut savoir qu'on ne regarde pas la télé ensemble avec mon mari parce qu'on n'a pas du tout les mêmes envies, etc. Et là, j'allume la télé, je tombe sur cette émission, Antoine s'assoit à côté de moi et on regarde toute l'émission sans parler. Et à la fin, on éteint la télé, on se regarde et je lui dis « on le fait ?» Et il me dit « ok », vraiment comme ça. Et ça nous a... Enfin, on s'est dit, si des familles ont réussi à partir en tour du monde comme ça, bah pourquoi pas nous ? Pourquoi pas tenter ? Qu'est-ce qui t'accroche, toi, dans ce projet, quoi, de voyager autour du monde en famille ? Qu'est-ce qui te parle et qui fait que tu te dis on le fait ? Le fait de découvrir le monde, puisque moi j'ai pas voyagé, donc ça m'intrigue un petit peu. Enfin voilà, de voyager, de voir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres façons de vivre. Et puis avec ce confinement, on se rend compte qu'on ne prend pas le temps d'être ensemble en dehors du confinement, qu'on court à droite, à gauche, que Antoine voit les enfants le week-end surtout, mais pas beaucoup la semaine. Et du coup, on se dit, c'est une pause en fait dans notre vie. Antoine a 40 ans et moi bientôt. C'est la moitié de notre vie. Est-ce qu'on ne ferait pas une pause d'1 an pour profiter tous les 5 et voir nos enfants et être vraiment tous les 5 ensemble et en découvrant le monde ? Il y a donc une espèce d'envie commune comme ça, forte, qui se déclenche et qui donne naissance à un projet qui n'avait jamais été envisagé avant ? Jamais. Jamais. Je crois qu'Antoine l'avait dans un coin de sa tête, il va dire un peu comme tout le monde. Il y pensait de temps en temps en se disant c'est fou comme projet, mais bon, moi je le ferai jamais. Et moi je l'avais jamais eu en tête avant, jamais. Et puis j'imagine en fait que assez rapidement, dépasser cette phase comme ça un peu instinctive quoi, de l'envie qui s'impose à nous et qui s'empare de nous, il y a l'étape après de l'intellectualisation du projet.
on réfléchit au pour, au contre, enfin, on passe par une phase plus rationnelle. Comment elle se passe, cette deuxième étape pour vous ? Parce que ce soir-là, du coup, vous vous dites et pourquoi pas nous ? Comment ça s'enclenche ensuite entre vous ? Et ben, à partir de ce soir-là, on se dit, OK, on en reparle dans une semaine. Et on essaye en effet de redescendre un peu de notre nuage d'excitation parce qu'on a vu cette émission. Et il faut qu'on voit quel budget, comment on fait pour les boulots. Voilà, en effet, comme tu dis, redescendre un petit peu et voir comment on peut faire. Et du coup, c'est une semaine après où on met tout sur la table en disant ça coûte tant. On dit qu'on part 1 an. Et puis, on prend une date maintenant pour être sûr de le faire. Votre engouement, il reste intact, justement, en pesant les pour, les contre d'une telle expérience ? Oui. Ou Ouais. Je pense qu'on sait déjà qu'on va le faire. Il y a quand même cette petite voix dans la tête qui dit vous êtes complètement fous, ça va pas de faire ce projet et de tout balancer par la fenêtre. En fait, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, on est en train de tout péter. Et en même temps, je pense qu'inconsciemment, on sait qu'on va le faire, donc on lance vraiment le projet à ce moment-là. Et quelle est cette date alors La date, alors exactement, on s'est dit on part en juillet 2022, et donc là on est en mai 2020. D'accord, donc vous avez 2 ans pour préparer ce projet de voyage. À quel moment vous décidez d'en parler aux autres et de partager cette décision finalement à vos enfants, à vos 3 enfants et à votre entourage ? Est-ce que tu te souviens de cette première fois où tu en parles ? Je me souviens notamment de l'annonce aux enfants. Je m'étais fait livrer une carte du monde et on avait posé la carte sur la table basse. Les enfants étaient en train de jouer dans le jardin. On les appelle et on leur dit, voilà, regardez cette carte. On a un projet. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, il y en a un des 3 qui dit, on va voyager. Et je crois que c'est Martin qui dit, on va voyager. Chloé qui dit, tout de suite, on va faire un tour du monde. Et soit elle nous avait entendus, mais on avait toujours fait très attention de ne jamais en parler devant eux. On attendait qu'ils soient couchés pour en parler le soir, etc. Ou alors elle a eu cette intuition, elle a vu la carte du monde et je sais pas, mais c'est venu tout de suite. Et la réaction de Martin, c'est chouette, on va louper l'école. Et après, donc ça, on est encore dans le confinement, on est encore tous les 5, c'est juste à la fin. Et après, on l'a annoncé petit à petit, à chaque fois qu'on voyait les gens, on l'annonçait comme ça, voilà, on a un projet, on va partir 1 an faire le tour du monde. Et typiquement, maman, sur le moment, elle nous a dit « mais non, mais vous pouvez pas faire ça, on va pas se voir pendant 1 an, on est très proches. » Donc on va pas se voir pendant 1 an, c'est pas possible. Et puis tout de suite, elle s'est arrêtée de parler, il y a eu un blanc. Et puis là, elle m'a regardée, elle m'a dit « mais non, mais vous avez vraiment raison de le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire et bien sûr, il faut que vous le fassiez. » Donc on est en mai 2020 et donc vous avez arrêté votre date de départ, ce sera juillet 2022. Vous partirez pour donc 1 année de voyage en sac à dos et l'itinéraire est encore à construire. Et ce sont les 2 années à venir qui vont vous permettre de construire ce voyage comme vous le désirez. C'est aussi du coup 2 années où cette préparation elle est au cœur de vos vies, de vos esprits et donc de vos conversations avec votre entourage. Qu'est-ce que ça fait émerger dans tes relations finalement, le fait d'avoir ça en plus ? C'est vrai qu'on parle que de ça finalement. Les gens nous posent beaucoup de questions. Comment vous allez faire, mais vous allez vraiment partir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réalisent pas. Il y en a qui nous disent mais moi je serais incapable de faire ça, vous êtes fous. D'autres qui nous disent mais c'est génial. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'on en parle énormément. Ça devient un sujet qui revient beaucoup dans les conversations avec nos proches. Et voilà, et en effet, on parle de l'itinéraire, chacun nous dit « Ah moi j'ai été dans tel pays, vous devriez y aller, c'est génial ». Voilà, on prend un peu tous les trucs et astuces de ceux qui ont déjà un peu voyagé. Comment tu vis, toi, justement, le fait qu'il puisse y avoir des avis différents sur un projet de ce type
En fait, on le prend très très bien. Avec Antoine, on est tellement sûrs de nous et de notre projet, etc., que on prend les avis qu'on veut prendre. On est tellement sûrs de nous que les gens voient qu'on est sûrs de nous et c'est très positif en fait. À chaque fois, les conversations sont hyper positives et il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Donc ouais, je pense qu'on est vraiment à fond dans notre projet et que les gens nous suivent moralement, on va dire. Donc c'est le grand jour, ça y est, vous êtes à l'aéroport, c'est ta mère qui vous accompagne. Ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions ce Je vais jour-là. pleurer. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens ce jour où tu te retrouves à l'aéroport C'est fou, c'est complètement fou parce que on est hyper content de partir, on est complètement excité de partir et en même temps, donc on a maman qui nous accompagne et de très très bons amis aussi. Et c'est dur de partir. En plus, ils nous déposent à l'aéroport. On se gare très vite, très rapidement, etc. Et en fait, c'est du dépose-minute. Et du coup, finalement, les au revoir sont très rapides. Mais je pense que c'est pas plus mal. Parce que sinon, je crois que j'aurais trop pleuré. tu vois, 1 an après, j'ai encore les larmes qui viennent en y pensant, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu ressens sur le moment? Qu'est-ce que tu te dis? C'est fou. C'est fou. C'est vraiment ce qu'on se dit. On est en train de partir, là. On est en train de partir, ça y est. Ça fait 2 ans qu'on organise ça. Et là, ça y est, on y va, quoi. C'est parti. Sur le moment, tu as toujours envie de partir ou tu es rattrapée aussi par le fait que en fait, ça implique aussi une forme de séparation finalement avec Non, les j'ai proches vraiment et envie de l'entourage. partir. On sait que ça dure 1 an, on sait qu'on reviendra et on part vraiment serein. C'est vrai que c'est dur de quitter les proches parce qu'en plus, moi qui ai besoin d'avoir du monde autour de moi, etc., en effet, là, je suis en train de partir et je sais que je vais pas revoir tout le monde pendant 1 an. Mais en même temps, on est tellement sûrs de nous, de ce projet, qu'on est hyper heureux de partir. Ouais, parce que s'éloigner des gens qu'on aime, même quand on le choisit, ça produit plein de choses. Comment tu l'appréhendes, toi, justement, cet éloignement, à ce moment-là? Je pense que le jour du départ, je le réalise pas trop. Je réalise pas vraiment. On a l'impression de partir en vacances, un petit peu. Surtout que on part, on a chacun un sac à dos. C'est un peu plus tard, où les premiers mois ont été un peu plus compliqués. Ouais, on en reparlera. Donc, vous faites vos premiers pas en voyage. Quel est votre premier pays? C'est la Thaïlande. On a pris un billet aller pour Bangkok. On a pris un Airbnb pour 3 jours à Bangkok. Et voilà, c'est parti. Donc, on visite Bangkok et c'est fou. Et comment se passent alors justement ces premiers moments en voyage? Parce que on pourrait se dire, est-ce que c'est tout d'un coup extraordinaire? Est-ce qu'on a l'impression d'un avant, d'un après? Qu'est-ce que tu dirais avec un peu de recul? Comment s'organisent vos journées? Comment vous vous sentez? Comment tu décrirais cette atmosphère? On s'est, avec du recul, et on en a parlé, la Thaïlande, on est resté 1 mois en Thaïlande. Et en fait, la Thaïlande, c'était vraiment le début du voyage. Et on ne savait pas ce qu'on était en train de faire, en fait. Et donc, on était plus en vacances qu'en voyage à long terme. Et on a plutôt passé 1 mois de vacances en Thaïlande. Et c'est après qu'on est rentré dans une vraie routine de voyage à long terme. D'accord. Parce que quelle est la différence entre justement vivre son premier temps de voyage comme des vacances et rentrer dans une autre forme de voyage long terme? Les dépenses notamment. Ouais. C'est vrai que le premier mois, on avait envie de faire ça, on le faisait. Et comme en vacances en fait. Voilà, vraiment ça. C'est on veut aller à tel endroit, on le fait. On veut faire un tour en bateau, on le fait. C'est vrai que les premiers temps à Bangkok, on avait envie de tout faire tout de suite. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a posé nos valises, on avait fait 11 heures de vol, mais on est parti tout de suite pour visiter parce qu'il faut aller visiter. Et en fait, après quelques semaines, on se rend compte qu'on a le temps. Et c'est du temps vraiment de qualité dans chaque endroit, dans chaque temple, dans chaque ville. Et on prend vraiment le temps. Le quotidien donc va s'organiser doucement, progressivement. Vous allez trouver votre rythme en famille de façon assez naturelle. Comment vos journées sont organisées? Tu dirais quoi? Parce que tu parles de routine et de rythme qui se répètent aussi? Ouais, il y a une vraie routine qui se fait. Donc on bouge à peu près tous les 2 à 4 jours. Et quand on ne bouge pas, le matin on se lève assez tôt. On prend le petit déjeuner en famille et ensuite on attaque les devoirs.
pour vraiment avoir un rythme, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un voyage d'1 an et que pendant 1 an, les enfants continuent d'être scolarisés par nous, du coup. Et donc, on s'est dit, tous les matins, il faut faire les devoirs. Et donc, on commençait nos visites plutôt vers 11h. Donc, l'après-midi est faite de quoi? De visites, de lieux, Oui, alors on visite évidemment ce qu'il y a à visiter. Donc, dans les villes, on fait des musées, les parcs, les quartiers, etc. Et puis, quand on est dans les îles, on a fait beaucoup, beaucoup de snorkeling, de baignade, de bateaux, etc. Et après, en Amérique du Sud, énormément de randonnées. Voilà, ça change évidemment selon les pays et les endroits. Vous adaptez en fonction des pays. Ouais. Tu ressens l'envie et le besoin, toi, de garder le contact avec tes amis et tes proches, surtout au début. Comment tu vis, toi, justement, ce nouveau mode de relation éloigné? Ouais, c'est hyper difficile pour moi parce que j'avais l'habitude de voir les gens régulièrement et du coup autour d'un café, autour d'un apéro, le week-end, la famille, les amis, etc. Et là, il y a un décalage horaire qui fait qu'on ne peut pas joindre les gens facilement et que les gens en France, ils ont gardé leur vie, leur rythme. Je disais au début qu'on a voulu voyager pour faire une pause dans notre vie à 100 à l'heure. Les copains, ils sont toujours dans leur vie à 100 à l'heure. Donc, les petites visios qu'on a essayé de faire, c'était un peu difficile parce que ils nous disaient « Je suis désolée, on doit vous laisser. Faut qu'on emmène un tel à l'équitation. On a ça à faire. Faut que j'aille bosser. » Voilà, donc, c'était pas évident. Et en plus, nous, on racontait ce qu'on faisait. Et on avait envie qu'eux nous racontent ce qu'ils faisaient. Mais j'ai une copine qui m'a dit je peux pas te raconter ce qu'on fait. En fait, par rapport à ce que vous faites, c'est pas intéressant. Et pour moi, ça a été un petit peu difficile parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait, avoir des potins. Donc voilà, ça a été un petit peu difficile pour moi et j'ai mis quelques mois à prendre du recul sur ça et à me dire ok, la vie, elle continue en France. Profite de ton voyage et tu les retrouveras quand tu rentreras. À ce moment-là, juste quand tu ressens un peu ce décalage, si je puis dire, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Je suis un petit peu triste et puis oui, j'ai l'impression que du coup, il y a un éloignement. Donc, il y a un éloignement qui est physique, mais j'ai l'impression d'avoir un éloignement moral aussi. Enfin, que du coup, même s'il y a les réseaux sociaux, il y a la facilité avec WhatsApp, etc., Internet, de rester en contact, non, quand on part comme ça pendant 1 an, on coupe quand même le contact avec les autres et il faut savoir en fait se recentrer sur le voyage et se dire ok, on fait une vraie pause de tout. Ouais, mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Et moi, c'était ma vie sociale, c'était ma came, c'est ce qui me faisait avancer dans la vie. Et voilà, donc c'est vrai que ça m'a fait peur. Sur le moment, j'ai pas aimé ça. Il y a une forme de résistance à l'intérieur de toi pour, on va dire, relier les deux mondes, quoi. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu comprends justement cette résistance qu'on peut tous avoir, justement, à laisser faire, à lâcher, à pas avoir peur de ce qui va arriver, de la façon dont ça va évoluer, se transformer. Tu dirais quoi? Pourquoi c'était difficile pour toi? Je sais pas. Franchement, je sais que les relations ont toujours été hyper importantes pour moi. Peut-être que c'était ma façon d'exister aussi et du coup, on a l'impression d'abandonner les autres et d'être abandonné. De moins compter, quoi. Ouais, peut-être de moins compter, en effet. Et après, on se rend compte que, non, en fait, la vie, elle continue et qu'on existe encore. Quand on a préparé l'enregistrement, tu m'avais confié que justement, pendant longtemps, les autres, la vie sociale, c'était un vrai moteur pour toi dans ta vie. Donc, complètement. Ouais. Voyager autour du monde, c'est aussi d'une certaine manière quitter ça. Et j'avais pas réalisé du tout ce que ça impliquait à ce niveau-là. On partait en voyage. Oui, c'est vrai que les au revoir avec les copains, ça a été dur. J'ai pleuré. Alors moi, je pleure très facilement. Mais j'avais pas du tout réfléchi aux conséquences que ça pouvait avoir sur moi pendant le voyage, en fait. Encore une fois, je pense que je ne réalisais pas qu'on partait 1 an. Même si je le savais, je pense que j'avais pas du tout l'ampleur de la séparation et
Ouais, de tout ce que ça allait produire à l'intérieur de toi, bien sûr. Puis, il y a une étape dans votre voyage. Vous êtes aux Philippines, vous êtes dans un cadre de rêve. Ça fait peut-être 3 mois, je crois, que vous êtes partis. Ta mère vient vous retrouver pour une quinzaine de jours, puis elle repart. Ouais. Et il n'y a plus rien qui va. Qu'est-ce qui se passe ? C'est assez incroyable. En effet, je pense que le départ de maman, le fait qu'elle soit là pendant 15 jours, ça a été très intense. Chloé a fait sa première communion aux Philippines parce que j'ai mon cousin qui est prêtre à Manille et du coup, on en a profité pour qu'elle fasse sa première communion là-bas. Donc, ça a été vraiment 2 semaines très, très intenses. Et quand elle est partie, en effet, je pense que ça a déclenché quelque chose. De nouveau, une séparation, en fait. On avait eu un bout de notre vie française qui était venu à nous et qui repartait. Et sans le savoir, évidemment. Donc, le départ de maman a été difficile. On a tous pleuré. Anaë, notre dernière, a pleuré pendant 2 jours en réclamant sa grand-mère. Et en fait, après ça, on était sur les plus belles plages du monde. Mais vraiment, c'était, comme tu dis, paradisiaque, magnifique. Sauf que ça n'allait pas. Tout le monde faisait la tête. Tout le monde se gueulait dessus, se disputait. Et en fait, j'ai réalisé donc que ça faisait 3 mois. Je l'avais lu et entendu justement dans des podcasts et des blogs, etc., que les 3 mois, les 100 jours, c'est assez fatidique pour les voyageurs. Et donc, on s'est posé sur la plage et on a parlé, on a tout posé, le pour, le contre. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue le voyage ou pas ? Pourquoi ça va pas ? Qu'est-ce qui nous manque ? Est-ce qu'on a envie de continuer, etc. Et donc, on a tous pleuré et après, c'était reparti. Comme une énorme remise en question du pourquoi on est là, quoi. Ouais, c'était compliqué. Les enfants avaient très envie de rentrer. Et en fait, après les Philippines, on partait 2 mois en Australie. On avait déjà réservé le camping-car, donc on avait payé le camping-car. Et du coup, on a dit aux enfants, on va en Australie. Et après l'Australie, on a un itinéraire dans notre tête, mais il n'y a rien de réservé. Donc après l'Australie, on en reparle. Et si on doit rentrer, on rentrera. On sera parti 6 mois, ce qui est déjà génial. Et voilà, et si ça va pas, on va pas forcer les choses. C'est un voyage, c'est pas une question de vie ou de mort ou quoi que ce soit. Donc oui, si ça va pas, si vous n'êtes pas bien, on rentrera. Après ça, on a continué le voyage et la question ne s'est plus posée. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là, quoi, cette semaine-là où tout remonte, tout explose? Qu'est-ce que tu te dis, toi, sur le moment C'est difficile parce que tu remets un peu en question nos choix d'adultes. Les enfants, on leur a pas posé la question. On leur a dit, on part en tour du monde. Et on leur a dit, on vend la maison. Et on leur a dit, vous verrez pas vos copains pendant 1 an. Mais on leur a pas posé la question. Enfin, donc c'est imposé. Ils sont mignons, ils suivent et ils aiment bien, ils étaient contents. Mais c'est vrai que leur avis compte quand même et qu'on a envie qu'ils soient heureux. Donc s'ils sont malheureux pendant le voyage, on a fait les mauvais choix. Donc c'est dur, on se remet en question. Et puis nous, avec Antoine, on n'avait pas du tout envie d'arrêter le voyage. Donc là, en effet, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de s'écouter, nous ? Est-ce qu'on prend vraiment en compte la vie des enfants ? Mais en même temps, on n'en a pas envie. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc le fait en fait de dire ok, on part encore, il reste encore 2 mois de voyage, ce qui est beaucoup et pas beaucoup. Et finalement, après, c'est vraiment un cap à passer en fait les 3 mois. Une fois qu'il est passé, tout va bien. C'est aussi ça, voyager, du coup, c'est prendre conscience de ses ancrages, du manque de ses amis, de sa famille, de son pays, et réaliser que lorsqu'on voyage, on est en lien avec les autres, mais autrement. Complètement. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là du voyage. C'est ça. Et je pense que c'est là aussi où moi, j'ai dû avoir un petit déclic en me disant, OK, là, on va profiter du voyage. OK, oui, c'est dur, on n'est pas avec les copains, on n'est pas avec la famille et voilà. Mais en fait, là, ce qu'on vit, c'est fou. C'est complètement fou. Et il faut en profiter. Et les amis, on va revenir en France, on le sait. Il y a des voyageurs qui partent en disant, on ne sait pas si on revient. Nous, on savait qu'on allait revenir. C'était vraiment juste une pause dans notre vie. Et du coup, on se dit, OK, maintenant, on en profite à fond et on prend du recul. Et les copains, on les reverra, la famille, on les reverra. Mais là, maintenant, il faut continuer le voyage et kiffer à fond, quoi. Il fallait peut-être justement vivre cette étape
pour rentrer dans cet autre espace-temps du voyage, les rencontres, la vie de famille, et découvrir que même lorsqu'on est loin, le lien est là, et s'autoriser à découvrir aussi de nouvelles formes de relations finalement. Tu m'as confié avoir fait de nombreuses rencontres et tisser des liens assez forts avec d'autres voyageurs, un peu comme une famille, tu dirais quoi? Ah ouais, c'est fou. C'est ce qui se passe avec les autres voyageurs, c'est incroyable. On a fait, typiquement en Australie, on était en train de remonter vers Cairns et on est redescendu de 300 km pour aller passer 24 heures avec une famille qu'on avait vue 24 heures à Adélaïde. Ils nous ont dit on est là, on leur a dit nous on l'a passé il y a 300 km, mais c'est pas grave, on revient. C'est assez fou, on fait des choses et pareil au Mexique, on a changé notre itinéraire pour aller passer une petite semaine avec une famille qu'on avait vue 3 heures seulement au Pérou. Et on a loué une maison ensemble et on a changé notre itinéraire pour être avec eux. Et c'est vrai que c'est des liens qui sont très, très forts maintenant et on est restés en contact et on s'est déjà revus depuis qu'on est rentrés. Ils sont venus à mes 40 ans surprise, ils ont été invités. Et c'est incroyable de se revoir et c'est très, très fort, très fort. Et qu'est-ce qui fait que c'est si fort alors ? Je pense que justement, c'est le fait de vivre la même chose, le fait d'être loin de chez nous. Je crois que c'est un sentiment que tous les voyageurs ressentent finalement. Et c'est comme si on retrouvait un ancrage finalement. On peut parler français déjà. Ça fait du bien de parler français et d'avoir des gens qui vivent vraiment la même chose que nous. Je pense que ça crée beaucoup, beaucoup de liens, ça. Qu'est-ce que tu découvres de toi, de tes enfants, de ton mari, lorsque vous faites ces nouvelles rencontres et que vous tissez ces liens comme ça, un peu nouveaux, quoi, avec des gens que vous connaissez pas trop et avec qui se tissent des relations On hallucine un peu quand même d'avoir ces liens qui se tissent en quelques minutes, parce que c'est vraiment en quelques minutes. C'est assez fou, on en parle même entre nous en se disant mais tu te rends compte quand même que là on loue une maison avec des gens qu'on ne connaît pas. Si ça se trouve c'est des psychopathes quoi, on ne sait pas. Et voilà, on a rencontré aussi une famille dans un magasin, c'était à Bali. On était en train de faire nos courses et on voit des enfants français, donc on commence à discuter. Et puis comme ça durait, on leur dit apéro, venez à la maison. Et donc on se dit, mais en France, jamais tu fais ça. Tu discutes avec des gens dans un supermarché, mais tu les invites pas à la suite chez toi. Et donc, c'est quelque chose qui est assez incroyable et on le réalise à chaque fois sur le moment en se disant, mais c'est fou ce qu'on est en train de faire, en fait. Ouais, c'est aussi le lien partagé au voyage, donc à une forme d'exploration, à l'inconnu, à la découverte, qui vous lie. Oui, ouais. Et puis évidemment, du coup, tu parles du voyage de chacun. Enfin, on raconte nos expériences, nos itinéraires qui sont pas forcément les mêmes, toutes les petites épreuves, tous les petits couacs qu'on a pu rencontrer, les anecdotes, etc. Et c'est vrai que Ouais, c'est marrant. Il y a tout de suite de la conversation. On sait de quoi on va parler. Enfin, il n'y a pas de blanc, jamais, jamais, jamais. Et à chaque fois, les conversations sont hyper fluides et c'est très marrant. Lorsqu'on a préparé cet entretien, tu m'avais confié que justement, voyager en famille, c'est aussi s'appréhender autrement dans la relation, parce qu'on n'est plus dans le quotidien ordinaire. Alors, c'est une autre forme de quotidien, mais on n'est pas dans le même espace-temps. Et ça peut permettre aussi de se percevoir un peu différemment, notamment concernant la question de la peur. Parce que quand on voyage et qu'on modifie ses repères, on est potentiellement plus et davantage confronté à ces peurs. Voilà, elles peuvent être différentes en fonction chaque membre de la famille. Comment ça s'est passé pour vous ? Mais c'est marrant parce qu'en effet, on avait les enfants et moi notamment, on avait un peu des angoisses. Moi, c'était le vertige qui était de plus en plus fort, alors que j'aime les sensations fortes en plus, donc ça m'a un petit peu agacée. Quand j'ai fait une crise d'angoisse à Langkawi, en Malaisie, dans un téléphérique, où je me suis mise à pleurer parce que j'avais peur qu'on tombe, etc. Et du coup, c'est marrant parce que les enfants me rassuraient, me disaient « Mais t'inquiète pas, maman, tout va bien, regarde pas en bas, etc. » Donc voilà, moi c'était le vertige et Martin c'était les grottes et donc c'est pareil, tout le monde le rassure, les filles le rassuraient, on essayait de lui dire tout va bien se passer, etc.
Chloé, c'est plus les profondeurs de l'eau. Donc, elle voulait pas se baigner dès qu'elle voyait pas le fond. Et encore une fois, tout le monde lui disait « Allez, vas-y, saute, tu peux le faire. » Enfin, voilà. Et puis, Anaïs, c'était la peur des chiens, beaucoup. Et encore, là, tout le monde qui rassure tout le monde. Et c'est assez fou parce que du coup... moi, je pense que j'ai beaucoup moins le vertige maintenant parce que j'ai voulu montrer aux enfants aussi qu'on pouvait changer, qu'on pouvait faire en sorte de changer, de faire des choses qu'on savait pas faire avant, qu'on pouvait pas faire, etc. Et du coup, eux ont essayé de vaincre leur peur aussi de leur côté. Et donc, il y a un truc qui s'est fait entre nous où chacun aide chacun pour vaincre ses peurs et tout. C'était assez fort, ouais. Et ça a été pendant tout le voyage, du coup. Et qu'est-ce que ça apporte dans vos relations, alors, dans votre vie de famille, tout ça ? Mais je pense que la confiance en l'autre, hein, déjà, savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, je pense que c'est énorme. Et là, je le vois maintenant avec les enfants. Typiquement, Martin, il a dit à Chloé, là, ils sont au collège, dans le même collège, il a dit à Chloé, tu me dis s'il y a des choses qui vont pas, s'il y en a qui t'embêtent, etc. Et je pense qu'il y a une relation vraiment très, très forte qui s'est créée. Quand il y en a un qui est malade, j'en avais une qui était malade là en début de semaine et les autres sont pas bien. Ils avaient déjà un peu cette relation-là avant le voyage, mais je pense que ça s'est encore amplifié avec le voyage. Ça soude énormément justement tout ça. Et toi aussi, tu le ressens dans tes relations avec eux ou avec ton mari Ouais. Moi, en fait, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que maintenant. J'ai du mal à être séparée d'eux, même quand juste ils sont à l'école. Ils me manquent encore plus qu'avant, quoi. Ah ouais. Ouais, je pense que ça va passer, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a été pendant 1 an H24 ensemble. Et le fait d'être séparés, ils sont chacun à l'école, Antoine au boulot, moi, voilà, j'ai plein de choses à faire dans la journée, etc. Mais typiquement, quand ils dorment chez leurs cousins, etc., ça me manque. Ouais, on a besoin d'être entre nous. Je suis venue ici à Paris pour te voir et du coup, les enfants étaient hyper tristes, ils voulaient pas qu'on parte. Donc, il va falloir aussi faire en sorte qu'ils apprennent à être séparés un peu les uns des autres parce qu'après, quand c'est trop fusionnel, c'est pas forcément bon. Donc voilà, maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver un équilibre dans tout ça. Et toi, comment tu l'as vécu justement, ta relation de couple ? Parce que tu dis, voilà, c'est vrai qu'on part pendant 1 an, on est H24 ensemble, tu vois, donc la vie de famille, elle est clairement, elle organise tout. Est-ce que tu as eu la sensation de pouvoir vivre des moments en dehors de vos enfants ? On a de la chance d'avoir des grands-enfants. Martin, 12-13 ans pendant le voyage, Chloé, 10-11 ans et Anaë, 8 ans. Ils sont grands, ils sont assez autonomes déjà de base. Avant qu'on parte, on avait déjà plus de baby-sitter parce qu'ils se gardaient eux-mêmes, etc. Donc, ils savent être ensemble tous les 3 sans nous. Et du coup, on s'est autorisé des petits apéros, voire même des dîners sans eux, où quand on louait une maison, on les laissait devant un dessin animé, on leur faisait un plateau télé, et puis nous, on allait au resto. Et même Martin, il est mignon, plusieurs fois, il nous a incité à le faire en disant « Ce soir, si vous voulez, il fait beau, allez voir le coucher de soleil, je garde les filles, et allez-y, ça va vous faire du bien d'être tous les deux, etc. » Donc, il avait conscience aussi de ça. Du coup, on a réussi vraiment à avoir des moments juste tous les deux. Donc ça, c'était chouette. Et puis, Antoine, qui est un peu, de temps en temps, il a un peu un besoin d'être seul, etc. Quand on arrivait dans un endroit, le petit rituel qu'il avait, c'était on posait les bagages et lui partait dans le quartier pour faire un tour dans le quartier tout seul et découvrir. Et ça, c'était son petit moment à lui tout seul. Moi, j'avais le soir, je faisais mes stories Instagram, etc. Et ça, c'était mon petit moment solitaire, avec sans enfant, sans mari. Je pense que c'est important aussi. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était important d'avoir ces moments-là. Je pense que les enfants étaient contents, justement, quand on partait, d'être sans les parents. Parce que d'avoir les parents quand même H24 sur le dos, pour des enfants, ça peut être dur aussi, quoi. Donc, non, on a réussi à trouver un petit équilibre là-dedans. Et ça s'est fait de manière assez naturelle. Naturelle, complètement naturelle. Vous n'y avez pas forcément réfléchi en amont du voyage ? Non, pas du tout. Puis du coup, vient aussi le temps du retour. À partir de... c'est vraiment une grosse étape. Hein. À partir de quel moment tu commences, toi, à y penser, à ce retour ? Moi, j'y pense très longtemps en avance et trop longtemps en avance parce que j'ai pas envie de rentrer. J'ai envie de rentrer et en même temps, j'ai pas envie de rentrer.
Donc c'est difficile pour moi et en fait on est resté 1 mois et demi au Mexique. Pendant ce mois et demi, dans ma tête, j'arrêtais pas de dire c'est le dernier pays, c'est la dernière fois qu'on prend un bus de nuit, c'est la dernière fois que ci, que ça. Et je sais que, enfin voilà, tous les deux avec Antoine, on était beaucoup comme ça à penser au retour et du coup à moins profiter du dernier pays. Et c'était pas évident, ouais. Et puis on était un petit peu fatigués aussi, je pense, du voyage, enfin voilà, du rythme qu'on avait, à bouger tout le temps, etc. Et puis, c'était un peu les montagnes russes des émotions en disant on est content de rentrer et en même temps on a envie de continuer le voyage. Quelles sont tes craintes justement lorsque tu penses au retour? Est-ce que tu en as d'ailleurs? Est-ce que tu as des appréhensions, tu vois J'ai pas de crainte, c'est vraiment étrange. J'ai des palpitations en fait quand je pense au voyage. J'ai des vraies palpitations en me disant ça y est, c'est fini quoi. On l'a fait, on est parti 1 an et maintenant on rentre et oui, c'est une espèce d'excitation, beaucoup d'émotions. Mais c'est pas de la crainte. On est content quand même de rentrer et de retrouver une vie normale. Comment on rentre d'un tour du monde, quoi? Comment vous avez vécu ce retour? En tout cas, les premiers moments, les premières retrouvailles, parce que on a tellement de choses dans la tête et dans le cœur que c'est comment ça se place entre nous et les autres, quoi. C'est très difficile. Et je le savais, j'avais entendu justement des témoignages qui parlaient du retour en disant attention, le retour, ça se fait pas facilement, ça se fait pas tout seul. Il faut être préparé au retour aussi, il faut être préparé au départ, il faut être préparé au voyage, mais il faut aussi être préparé au retour. Et en fait, c'est vrai que on est hyper excités de retrouver tout le monde. C'est génial de pouvoir serrer les gens dans les bras, de pouvoir se toucher, de pouvoir rire ensemble, de pas être coupé parce que la connexion est pas bonne, etc. Et en même temps, on a vécu quelque chose de tellement dingue qui est difficile à exprimer. Et on est encore sur un nuage, on est encore en décalage. En fait, il y a un énorme décalage qui se fait. Parce que ce qu'on a vécu pendant 1 an, on l'a vécu, mais juste nous 5. Et les autres, on aura beau leur expliquer, on aura beau raconter notre voyage. Je pense que tant que tu le vis pas, tu peux pas comprendre, en fait. Donc, il y a un décalage qui se fait quand même un petit peu. Et il se manifeste comment, ce décalage? Tu dirais quoi, toi? Pour moi, qui suis donc très sociale, à vouloir avoir du monde autour de moi, etc., je me rends compte que j'ai pas envie d'avoir trop de monde autour de moi à ce moment-là. Je pensais, on avait fait une grosse fête de départ, on était très nombreux à la maison, et je m'étais dit, on refait la même chose au retour, on fait une fête de retrouvailles, etc. Et en fait, non, j'ai pas envie du tout. Je pense aussi... le fait de ne pas avoir vécu ça pendant 1 an, il faut se remettre aussi dans le bain de ça. Je sais que le premier week-end qu'on a fait, on est parti à Dinan. Et du coup, on se balade dans Dinan et il y avait plein de monde. Et les gens autour de nous parlaient français. Et en fait, mon cerveau n'avait plus l'habitude. Et donc, j'écoutais tout, partout. Et ça m'a épuisée. Il y a eu un moment où j'étais pas bien, j'avais la tête qui tournait. Parce que pendant 1 an, j'avais pas eu l'habitude que mon cerveau écoute ce qui se passe à droite et à gauche parce que c'était en anglais, en espagnol. Et là, il fallait se réhabituer juste à la langue française et à se dire, ok, le cerveau, là, tu vas faire attention et tu vas te déconnecter un petit peu parce que tu peux pas tout écouter comme ça, quoi. Et ça m'a fatiguée. Vraiment, c'était très étrange. On a plein de choses dans la tête, l'expérience nous transforme et ouvre aussi j'imagine, de nouvelles voies. Et c'est pas forcément évident de le partager avec les autres. Non, c'est pas évident. Et puis, je pense qu'on a changé. En tout cas, tous les deux. Bon, les enfants ont repris leur vie très facilement. Vraiment très, très facilement. Tout va bien pour eux. C'est plutôt pour Antoine et moi où on voit la vie différemment. On est plus zen. Tu parles de sérénité. Qu'est-ce que cette expérience, elle a changé d'autre à l'intérieur de toi? Tu dirais quoi? Ouais, de voir la vie différemment, de voir notre façon de consommer aussi. On aimerait bien consommer différemment, consommer moins. On est parti pendant 1 an avec 2 pantalons, 2 t-shirts, une brosse à dents en gros et c'est tout. Et en fait, on se dit, on est en Europe ou dans les pays très civilisés comme les nôtres, on est très consommateurs. Et en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Et du coup, on aimerait bien changer aussi. On a envie d'évoluer là-dessus et d'être un peu moins consommateur. Ouais. Et relationnellement, qu'est-ce que ça change alors quand on vit une expérience comme celle-ci? Qu'est-ce qui a changé pour toi, en tout cas, dans tes relations? Tu dirais quoi? Vivre avec les autres, c'est plus ma came. Ouais, c'est-à-dire j'ai plus besoin des autres comme avant. Évidemment, je suis
hyper contente de voir mes amis, ça change pas et ça changera jamais, je pense. J'adore quand même avoir une vie sociale, etc. Mais je n'en ai plus besoin comme avant, c'est plus vital pour moi. Avant, je pense que c'était vraiment vital et maintenant, c'est juste un bonheur de voir les autres. Faites un projet comme ça, j'ai envie de dire, si vous l'avez en tête, faites-le quoi. Parce que c'est faisable. Si on se donne les moyens de le faire, c'est faisable. Et en fait, c'est fou ce que ça apporte sur le plan familial déjà, et puis après émotionnel avec les uns les autres, sur les rencontres qu'on peut faire, et en effet sur qui on est derrière et qui on veut être, etc. Donc, non, je pense que s'il y a un projet dans la tête de qui que ce soit, faites-le quoi. Le montage de cet épisode a été réalisé par Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitil Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos évolutions et transformations intérieures. Parce que souvenez-vous, nous n'avons jamais dit le dernier mot de nous-mêmes. Je vous retrouve tous les mois pour un nouvel épisode.